segunda vez que presento una película en el Festival de Nantes. Estuve hace 2 años presentando Irentxeren Oiartzunak, mi debut, mi primera película, y simplemente espero que seáis tan libres viendo esta película como lo fui yo mientras la rodaba. Merci. Oh, pardon, ça me fatigue quand même. Merci d'être là ce soir pour voir un tout petit film comme celui-ci. C'est la 2e fois que je viens au Festival de Nantes. Je suis venue il y a 2 ans avec mon premier documentaire qui s'appelait Los ecos de Erinci. El Erinci, exactamente. Voilà. J'espère que vous serez aussi libre en voyant ce film que je l'ai été en le tournant. Merci beaucoup. Elle nous a invités à regarder ce film avec autant de liberté qu'elle l'avait tourné. Moi, j'ai eu un grand plaisir à le revoir, cette déambulation vers les terres froides du Nord, vers cette lumière différente. Et l'une des questions que je lui poserai, c'est comment elle a construit le film. La structure, est-ce que c'est au montage, est-ce qu'il y avait un scénario auparavant, avant le tournage, et comment elle a choisi de faire des hommages à certains grands cinéastes qu'apparemment elle admire, et également cet hommage à quelques photographe, et en particulier une photographe du Pays Basque, dont je connaissais pas, Eulalia. Voilà. Pues un trabajo de muchos años. Yo me especialicé en mi tesis doctoral en la obra cinematográfica de Lars von Trier, en su identidad audiovisual, en su poética audiovisual. Estuve 10 años estudiando su obra. Yo trabajo en la Universidad del País Vasco en comunicación audiovisual y es donde llevo ejerciendo mi trabajo durante 20 años, ¿no? Y es ahí de donde yo saco todas estas referencias que forman parte de mi día a día, de mi trabajo, de mi docencia y de mi profesión, ¿no? Y también de mis obsesiones, ¿no? El guión, por supuesto, había un guión construido, aunque parezca que no. Todas esas localizaciones, esas ideas que veis en la pantalla a modo de collage han sido construidas previamente y han sido trabajadas en el tiempo, en los diferentes viajes de investigación, de trabajo que yo he realizado a Escandinavia, que es el lugar en el que yo me he especializado en su audiovisual. Y es ahí donde yo voy bocetando poco a poco todas esas experiencias, ¿no? Y sobre todo hay una guía y un concepto que aúna toda esta película, que es una especie de paraguas, ¿no? Y es ese absolutismo del audiovisual que nos rodea, ¿no? Y que al mismo tiempo nos impide ver la imagen misma. No son mis palabras, son palabras de Susan Sontag, son palabras que escribió Sontag ya en los años 70, una cinematógrafa, en su libro, y más tarde recoge también Víctor Erice en algunas de sus declaraciones, ¿no? Y es algo que a mí también me obsesiona, ¿no? Ese exceso de imágenes que al final no nos permiten ver la imagen misma, y por eso, por mi pasión por poner en valor el patrimonio audiovisual, la imagen, el cine que no tenemos tiempo de ver, que no nos paramos a observar, pues ese es mi viaje, ¿no? Son mis modos de ver, son los modos de ver de una mujer contemporánea, ¿no? que va viajando con todos sus fantasmas y sus pensamientos cinematográficos, ¿no? Camuflada entre la gente. C'est muy buena, Non, pero bueno, voy a intentar. Ça fait longtemps que je travaille sur ce projet. En fait, j'ai fait mon doctorat sur justement le cinéma de Lars von Trier, sur sa poétique audiovisuelle. Et je suis professeure à l'université au Pays Basque et ça fait 20 ans que je suis professeure. Donc, toutes ces références-là sont venues
évidemment sur cette période de travail et aussi jour après jour en enseignant et grâce à ma profession et à mes obsessions également. Le scénario, oui, en effet, était déjà pensé et déjà écrit, même si on n'a pas cette impression-là. Il y a déjà une idée des villes qu'on parcourt, une idée des idées aussi que je veux ébaucher dans le film. Mais on a évidemment cette impression de collage. Mais avant donc de commencer à tourner, en fait, il y a eu beaucoup de voyages d'investigation, de recherche, de repérage aussi, et notamment en Scandinavie, puisque c'est là où j'ai fait toutes mes recherches pour mon doctorat. Et donc tout ça a évidemment ébauché un peu toutes mes expériences et m'a donné donc ce qu'il me fallait, la matière pour pouvoir faire ce documentaire. Alors il y a comme quelque chose qui unit vraiment toutes ces idées que je transmets dans le documentaire, c'est l'absolutisme de l'audiovisuel, c'est-à-dire de cet audiovisuel qui est tellement excessif, de ces images qui nous absorbent tellement de partout, qui nous empêchent de voir l'image. Et c'est évidemment Suzanne Sontag qui en parlait dans les années 70 dans son livre, mais également Victor Erice qui a repris plus tard les mêmes idées. Et cet excès d'image qui empêche de voir l'image. Et donc c'est vrai que je suis aussi très attirée par tout ce qui est le patrimoine audiovisuel, des choses que nous n'avons plus le temps de regarder, puisque nous sommes constamment, agressés, oui, aussi par... Abreuvés, c'est vrai. Oui, inondés, abreuvés, agressés d'images qui nous empêchent de prendre le temps de regarder celles qui sont devant nous et celles de derrière aussi, celles d'avant. Et donc voilà, ce documentaire, c'est la façon de voir d'une femme d'aujourd'hui et contemporaine, avec sa fantaisie, sa fantaisie et avec ses obsessions. Est-ce que le fait d'enseigner, justement, d'inviter les étudiants à réfléchir sur l'image, a influé, je pense que oui, sur la façon d'être réalisatrice. Et je trouve personnellement que c'est assez remarquable que quelqu'un qui enseigne l'image prenne le risque de faire également des images. La verdad es que las películas que hago se alimentan de aquello que experimento con mi alumnado, pero no solo de eso, ¿no? Sino también de todo lo que leo, lo que trabajo, lo que analizo en mis investigaciones, ¿no? que son ya varias, ¿no? Ya me estoy convirtiendo, voy poco a poco camino de senior, cuidado, camino de una profesora ya mayor, por lo menos delante de mis alumnas y de mis alumnos, ¿no? Oui, parce que justement, ce qu'elle disait, ça fait longtemps qu'elle enseigne et donc qu'elle commence à devenir un professeur déjà bien établi d'un certain âge par rapport surtout aux élèves qui arrivent de plus en plus jeunes. Voilà, c'est ça. Et je vais juste un petit peu traduire le début, c'est-à-dire que oui, en effet, ces films s'alimentent de ce qu'elle expérimente avec ses élèves aussi, mais également du travail et de recherche, d'analyse dans ses investigations qu'elle fait déjà depuis énormément d'années. Pero sobre todo trata de generar un ciclo completo, ¿no? Tiene una intencionalidad hacer películas y es completar el ciclo de investigar, hacer, es decir, realizar una práctica empírica de investigación con la imagen misma, investigar a través del uso de la imagen, del uso del lenguaje cinematográfico, para después utilizarlo también en la docencia y en la divulgación, ¿no? de otro modo de ver el cine. Un cine que no esté vinculado también a los modos hegemónicos de contar y que se desvíe, que haga detours por diferentes lugares y que deje libertad al espectador y a la espectadora para que pueda pensar y se pueda perder por cualquiera de las capas, ¿no? Para mí es muy importante que el cine nos deje libertad y que el cine transmita esa libertad, ¿no? Que asuma riesgos. El cine debe ser también una china en el zapato.
Oui, c'est surtout finir à compléter un cycle, c'est-à-dire il y a cette idée donc de faire de la recherche sur l'image, mais aussi finalement après de compléter cela, ce travail d'image, c'est-à-dire en faisant aussi et en réfléchissant sur l'utilisation de l'image que l'on fait aujourd'hui. De toutes ces images qui nous entourent et ensuite de pouvoir dans la profession dans ma profession enseigner cette autre façon de regarder les images et ensuite de divulguer à travers mes élèves aussi. C'est vraiment essayer d'avoir un autre regard sur ce qui nous entoure et ne pas suivre également cette hégémonie de la façon de raconter qu'ont énormément de films aujourd'hui qu'on nous propose au cinéma. Et c'est-à-dire se perdre, dériver et surtout faire des détours, mais permettre aux spectateurs de penser, de réfléchir, mais aussi de se perdre dans les différentes couches que l'on propose dans ces films-là. Donc pour moi, le cinéma, c'est aussi une liberté dans la manière de le faire, mais également dans la manière de le transmettre, de le donner à voir à ses lecteurs, sans leur imposer quelque chose. Et c'est assumer ses risques. C'est comme avoir un petit caillou dans la chaussure. Vous parlez d'interroger l'image qu'il y a derrière les images qu'on nous donne à voir, mais dans ce que vous dites, vous parlez aussi de voir l'histoire qu'il y a derrière. Et donc, ce que vous interrogez, c'est en fait la problématique de la fiction ou de la réalité, y compris quand on fait un documentaire qui est soi-disant la réalité. No me gusta dividir las películas en películas de ficción y en películas documentales, es decir, para mí todas son películas y considero que esto también es una película y es ficción. Es otro modo de realizar ficción. Cada vez que registramos con nuestra cámara y hacemos un encuadre, estamos ficcionando, estamos plasmando también unos modos de ver, ¿no? Y esos modos de ver son los que después van a llegar a los espectadores y a las espectadoras, ¿no? Y les van a hacer también mirar el mundo de una manera determinada, ¿no? Me gusta, insisto, en la idea de no encasillar las películas, ¿no? No me gusta cuando alguien dice que es un documental, no lo considero un documental. Parte de la realidad, es verdad, es así. Parte de la realidad, por supuesto, pero la ficción también parte de la realidad de las personas, de su subjetividad, de sus pensamientos. Y eso también es este tipo de películas, ¿no? J'aime pas diviser justement les films entre fiction et documentaire. Je pense que ce sont tous des films. Je considère que cela ce que vous venez de voir est un film et une fiction également. C'est simplement une autre façon de proposer une fiction. Et dès qu'on pose une caméra, il y a un cadrage. Donc automatiquement, on est en train de fictioniser la réalité qu'on a devant nous. Et donc on est déjà en train de donner une façon de voir, un regard, après on transmet au spectateur, qui lui-même va donc regarder le monde d'une autre manière, et d'une manière déterminée, mais qui va aussi se l'imaginer par rapport à lui. Et donc, je n'aime pas l'idée de catégoriser, enfin de faire des catégories dans les films. Donc pour moi, ce n'est pas un documentaire. Il part de la réalité, d'un documentaire, pardon. Il part de la réalité, certes, mais il est également il est autant une fiction qu'un film de fiction qui est fait par un auteur avec sa subjectivité et son point de vue. Vous parlez de l'utilisation que vous faites de la caméra, qui ne bouge pas beaucoup de plans fixes, et aussi de la bande son, qui est très, très présente, et notamment cette voix off qui mène le bal tout le temps. Voilà, je veux savoir si le texte est écrit, si vous l'écrivez en voyant les images, etc. Esta película
la he grabado yo sola. Ce film, en fait, je l'ai enregistré, je l'ai filmé toute seule. Con una cámara 5D, una Canon 5D. Avec une caméra Canon 5D. Tenía unas limitaciones buscadas porque el origen de esta película también era un experimento. Era un experimento que consistía en camuflarme entre las personas, los lugares, sin ser percibida. Y para eso tenía que estar sola. Y para eso, eso conlleva muchas dificultades a la hora de filmar, ¿no? Después hay un planteamiento audiovisual que tiene mucho que ver con la contemplación. Tiene que ver mucho con detenernos a mirar y no darle tanta importancia al movimiento de la cámara, ¿no? Sino a lo que sucede detrás, frente a ella, es decir, todo lo que sucede en la realidad, la vida misma, ¿no? Esos átomos dramáticos que nos rodean, entre comillas, como dice Patricio Guzmán, que nos rodean y que a veces nos olvidamos de observar, ¿no? Estamos demasiado pendientes de otras cosas, de otras muchas cosas, ¿no? Primera parte de la pregunta. En fait, il y avait également des limitations qui étaient recherchées, c'est-à-dire l'idée de cette expérience, c'était justement de me camoufler entre les personnes, les lieux que j'allais filmer, et sans être perçue par ces personnes-là et ces lieux. Donc, sans les perturber, les lieux. Donc, pour cela, il fallait être seule. Et c'est très difficile de tourner un film toute seule. De plus, il y avait cette idée de contemplation aussi, de s'arrêter pour regarder. Parce que, évidemment, ce qu'il n'y a pas, le plus important n'est pas le mouvement de la caméra, mais ce qu'il y a derrière, ce que nous sommes en train de regarder. Parce que la vie elle-même a ses côtés dramatiques que l'on ne perçoit pas parce qu'on ne prend pas le temps de l'observer. Et comme dit justement Patricio Guzmán. En cuanto al sonido, también lo grababa yo al mismo tiempo. En algunos momentos tuve la colaboración de mi pareja, que me acompañaba para que no pudiera estar sola. Él es técnico y me ayudó con el sonido, y de vez en cuando él grababa el sonido porque era necesario, ¿no? Algún tipo de ayuda, ¿no? El sonido es muy importante y todo forma parte de un sonido real. Es el sonido que hemos captado nosotros en los lugares distintos en los que hemos estado. Desde esa mujer cantando al principio de la película, que soy la voz de una mujer cantando con un eco, eso lo grabamos nosotros, lo encontramos. Ha estado lleno de muchas historias esta película, ¿no? Muchos momentos mágicos que hemos conseguido captar, ¿no? Algunos se han quedado fuera del montaje y otros después, ¿no? Pero ese ha sido un poco el proceso. En cuanto a la palabra, para mí forma parte tanto el sonido como la palabra, que es parte del sonido, forma parte del lenguaje audiovisual, y me parece muy importante que conviviera con las imágenes, que interaccionara, ¿no? y que creara reacciones cuando escuchamos palabras que yo digo y las encontramos o las confrontamos con las imágenes que estamos viendo, ¿no? Tiene muchas capas la película, tiene demasiadas capas, pero bueno, no lo sé hacer de otra manera. Et pour ce qui est du son, eh bien, j'ai tout enregistré moi-même pendant que j'étais en train de filmer. J'ai eu à un moment donné la collaboration de mon époux qui est technicien aussi et qui donc m'a aidé par moments à enregistrer le son quand c'était nécessaire. Le son pour moi le son dans le film est réel, c'est-à-dire c'est vraiment celui que nous avons capté, que nous avons enregistré dans les différents endroits où nous avons tourné. Par exemple, cette femme qu'on entend au début en train de chanter avec une sorte d'écho, eh bien nous l'avons trouvée et nous l'avons enregistrée. Il y a eu beaucoup d'histoires et de moments magiques dans ce film. D'ailleurs, certains n'ont pas été montés, mais ça a été vraiment assez extraordinaire ces rencontres. Et pour moi, la parole, qui fait partie du son également, et le son fait partie du langage audiovisuel, eh bien, je l'utilise comme une réaction. J'aime bien qu'il y ait une
l'interdépendance entre la parole et l'image. Et souvent, quand je dis une parole, où on peut la retrouver dans l'image, ou alors on peut la confronter à l'image. Et donc, il y a une sorte de dialogue qui s'installe entre la parole et l'image. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de couches dans ce film. Peut-être que j'en mets un peu trop, mais je ne sais pas faire autrement. Qué bien lo haces. D'autres interventions? Hola. Si me acuerdo bien, hace 2 años, tu primera película también era una voz off. Es lo que me enseñaste un poco. ¿Y es que es un estilo que te gusta o es que es más sencillo porque se necesitan menos personas para hacer la película? Y la otra pregunta es, yo he visto esta película como una reflexión casi filosófica sobre la vida. Vas hacia el norte, pero hubieras podido ir hacia el sur, hacia el este o al oeste para contemplar y tener el mismo tipo de reflexiones, ¿o no? ¿O me confundo? Il y a je crois me rappeler qu'il y avait une voix off aussi, ça fait 2 ans dans le précédent documentaire, donc je voulais savoir si c'est parce que c'est un style qui te plaît ou parce qu'il y a besoin de moins de personnes comme ça, et c'est peut-être plus facile. Et pour ce film, je trouve que c'est une réflexion philosophique sur la vie, et c'est vrai qu'on va vers le nord, mais on prend quand même ce temps de regarder à droite, à gauche, à l'est, à l'ouest, le sud, le nord, et voilà, je voulais savoir un petit peu comment tu avais travaillé. La primera película la estrenamos, bueno, en Francia, creo que se estrenó, no se estrenó aquí, se estrenó, bueno, pero la pasamos aquí, efectivamente. Y esa voz en off, esa primera voz en off de aquella película fue un accidente. Esa película no tenía voz en off. Pero el montador, Logan, me prácticamente obligó a introducir la voz en off y a entrar yo en la película, ¿no? A mí me daba un poco de vergüenza ponerle voz a las imágenes, ¿no? Soy bastante minimalista, entonces una voz en off me resultaba demasiado, yo no la veía necesaria, pero me convenció y creo que el resultado fue mucho mejor. En el caso de esta película, arranqué el montaje también participó en algún momento Logan Dufresne también en esta película, y volvieron a decirme lo mismo, tú tienes que estar ahí, la voz tiene que estar presente, ¿no? Y yo creo que sí, que en este caso la voz tiene que estar ahí. No es porque sea más sencillo, menos sencillo, realmente es muy complicado hacer una voz en off, es muy complicado escribir una voz en off, y es muy complicado que funcione más o menos. Entonces, no fue una decisión por facilidad, ¿no? No tenía que ver con facilidad ni con la economía, porque incluso es cara, porque la tienes que grabar, aparte. Oui, il y avait en effet une voix off, mais ça a été un accident. Et il avait déjà, en fait, il était prévu sans voix off. Et le monteur Laurent Dufresne, voilà, c'est ça, finalement m'a obligée à entrer dans le film, donc à travers la voix off. Moi, j'avais un peu honte, parce que c'est pas parce que j'avais pas envie de le faire, mais parce que je suis plutôt quelqu'un de minimaliste. Et je trouvais que la voix off, c'était trop. Alors finalement, il m'a convaincue et je trouve que le résultat est meilleur finalement. Pour ce film-là, Laurent Dufresne a participé également au montage, et donc pareil, on m'a dit qu'il fallait vraiment que je sois dans le film. Alors j'étais d'accord, et ce n'est pas pour une histoire de simplicité, enfin pour réduire les coûts, ou parce que comme ça il y a moins de monde, pas du tout, parce que faire une voix off c'est compliqué, déjà l'écrire c'est compliqué, mais également l'enregistrer, et c'est cher. Parce qu'il faut le faire à part. Me había preguntado algo más, pero... Sí, la segunda. Vas hacia el norte en la contemplación, sí. Y creo que es porque has Sí. estudiado allá o has hecho investigación, pero si hubieras investigado... Podría haber ido hacia el sur, Si hubieras investigado en África del pero Sur... no tenía que ver con el sur, es decir, el tilo tenía que ver con esos lugares que nos generan frío, que los lugares en los que nos sentimos y nos sentimos solas, muchas veces aunque estemos rodeadas de personas, ¿no? Y en esos momentos hay como son tierras frías para nosotros y para nosotras, ¿no? Para las personas migrantes, para las personas que están lejos de sus casas, ¿no? He sentido mucho frío muchas veces cuando he trabajado en Escandinavia, y he sentido mucho frío
no solo físico, ¿no? Sino también emocional. Y también he sentido frío cuando analizaba las películas de Lars von Trier, ¿no? Tenía bastante que ver con el título, ¿no? Era importante. En fait, ça, oui, ça avait vraiment à voir avec le titre. C'était important d'aller vers des endroits froids parce que c'est ces endroits-là où on se sent seul, même si on est entouré de personnes, de gens. Et ces terres froides, eh bien, c'est aussi les terres froides qu'on ressent quand on migre. Pour toutes ces personnes qui migrent, un froid que l'on ressent pas seulement physiquement, mais émotionnellement aussi. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose que j'ai ressenti quand j'ai analysé les films de Lars von Trier. Alors moi, j'avais une question sur l'excès d'image dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais juste peut-être développer sur tu parlais d'hégémonie tout à l'heure, préciser un petit peu de quoi tu parles quand tu dis ce mot-là. Et est-ce que ça inclut, donc tu parlais des films, est-ce que ça inclut aussi les médias par exemple, cette création d'images qu'on reçoit tout le temps? Parce que je crois que c'est une réflexion qui est souvent, qui a une création de récits par les médias qui est continuelle et qui fait que la fiction d'auteur d'une cinématographie ou des romans, elle est plus difficile. Et j'ai une autre question qui est très proche en fait, c'est qu'est-ce que tu n'inclus pas dans, qu'est-ce que tu ne filmes pas, c'est quoi ton hors-champ en fait? C'est un petit peu piège comme question. Podría estar mucho rato, claro. Podría estar durante mucho tiempo hablando de esto, ¿no? Pero una de las cosas que a veces cuando me vienen a la cabeza es, bueno, estamos ante un nuevo paradigma, eso es innegable, las redes sociales están prácticamente casi por encima de los medios de comunicación, se han competido en el medio de comunicación predominante. Y nosotros y nosotras usamos las imágenes de una manera muy alocada, ¿no? A través de los dispositivos móviles, a través de las redes sociales, ¿no? Y cualquier cosa que estemos viviendo, pretendemos registrarla y retratarla y enseñársela al mundo, ¿no? Cosas que no interesan quizás a nadie en absoluto, ni siquiera a nosotros mismos, porque muchas veces hay un ejemplo que me parece como muy de tocar, ¿no? muy sencillo, ¿no? Muy de tierra, ¿no? Y es, si abrimos nuestro teléfono móvil, ¿no? y nos fijamos en todas las imágenes que hemos acumulado ahí, ¿cuántas nos hacen falta y cuántas no? ¿Cuántas imágenes basura recogemos, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, ¿no? que nos llenan nuestros teléfonos móviles. Y sobre todo, a veces, cuando se borran de repente, no pasa nada, absolutamente nada. C'est vrai qu'on est devant un paradigme, de toute façon, c'est évident, les réseaux sociaux sont encore plus prédominants que les médias aujourd'hui, donc, et on utilise l'image de manière complètement folle avec les portables, les réseaux sociaux, on est constamment envahi par ces images, on ne regarde plus qu'à travers elles, et c'est... Ah oui, et si... Oui, et tous les événements qu'on vit dans la journée, eh bien, on a tendance à les filmer, à les photographier, à les envoyer au monde entier, alors que franchement, ça ne les intéresse peut-être pas, et peut-être nous-mêmes, hein, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'il y a un exemple très simple qui illustre ceci. Dans nos téléphones, nous avons énormément de photos accumulées que nous prenons sans arrêt et que nous pourrions jeter à la poubelle sans problème. En tout cas, on le fait de temps en temps. Et on se dit, mais qu'est-ce que ce sont toutes ces photos-là? Franchement, à quoi me servent-elles? Eh bien, et parfois, si elles disparaissent comme ça, soudainement, parce qu'il y a eu un problème technologique, eh bien, finalement, il ne se passe rien. Tout continue, tout va bien.
Bon, voilà, je pense qu'on va... pero quería Ah, bueno. había una parte, ¿no? Que habías que... Sí, Sí, ah, el el Orchamp, el fuera de Orchamp, campo. el fuera de campo. Bueno, Sí, sí. quizás, ¿no? Realmente esta película es todo fuera de campo. C'est ça. Réponse brillante. Voilà, ce film La réellement... question piège, réponse brillante. Attends, je vais traduire. Ce film réellement n'est que du hors-champ. Bon, merci beaucoup à la réalisatrice, qui est quand même, qui était accompagnée par le froid, elle l'a dit dans le film. Que estamos acompañadas por el frío. Lo dices. Con cierto humor. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'être venu. Un film différent.